Pour son bien-être physique et mental. Non, mais là, c'est terrible. C'est sûr que ça s'entend. Et pour le fameux sortir de sa zone de confort, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et on est là, oui, ok, mais je fais comment concrètement. Complètement. Ouais. T'as d'autres trucs? Je sais plus. Attends, t'inquiète. Bonjour et bienvenue au cœur des Soft Skills, le podcast qui explore les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice en Trade Test et votre guide dans cette aventure au cœur des Soft Skills. Aujourd'hui, nous allons explorer une compétence qui peut transformer des carrières et ouvrir de nouvelles perspectives, l'esprit d'initiative. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Julie Souchard. Bienvenue à toi, Julie. Merci. Julie est coach professionnelle accréditée ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. Fort de son expérience en tant que professionnelle RH, elle est spécialisée dans l'accompagnement des femmes évoluant dans les ressources humaines. Au cours de sa carrière, Julie a rencontré de nombreuses femmes passionnées par leur métier et souvent freinées par un manque d'assurance, de confiance en elles. Dans son podcast « Être une femme RH », Julie a fait de sa mission d'aider toutes ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à écouter leurs envies et surtout à prendre des initiatives pour façonner leur carrière, celle qu'elles méritent. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment l'esprit d'initiative peut être un véritable levier de changement, notamment pour les femmes RH, et comment il est possible aussi de cultiver cette compétence pour pouvoir peut-être surmonter les doutes, les obstacles. Merci à toi, Julie, d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus en détail à nos auditeurs ? Bien sûr, et merci déjà pour cette belle présentation. Écoute, avec plaisir, hein, c'est ton parcours. donc, comme tu l'as dit, effectivement, je suis coach professionnel. Donc là, ça va faire 3 ans que je suis à mon compte en tant que coach. Mais avant, en fait, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant plus de 15 ans. Alors, rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, en fait, je me suis retrouvée en grand questionnement. Je me suis rendu compte finalement que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Parce que j'étais tout le temps tournée vers les autres, à m'adapter aux autres, si bien que je ne me posais même pas ces questions finalement de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, ce dont j'ai besoin, etc. Et donc quand j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça. Et puis surtout, j'avais besoin de savoir qui j'étais pour prendre confiance en moi, pour m'affirmer, parce que j'avais l'impression justement d'être toujours dans l'adaptation et de ne pas vraiment être moi-même. Donc moi, j'ai commencé par m'intéresser un peu au développement personnel. En fait, j'ai commencé à lire des livres, écouter des podcasts. Alors, j'ai appris plein de choses. C'était intéressant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avançais pas tellement parce que je mettais rien finalement en place, pas d'action concrète. Je comprenais un peu ce qu'il fallait faire. Il fallait que j'apprenne à me connaître. Il fallait que je m'accepte, que je sois bienveillante avec moi-même, que je sorte de ma zone de confort. Mais tout ça, c'est vrai que ça peut paraître hyper abstrait. Donc, en fait, j'ai décidé à ce moment-là de me former au coaching. Alors, c'est vrai que j'aurais pu décider de me faire coacher. Alors, pourquoi je me suis formée au coaching ? En fait, à l'époque, déjà, j'étais directrice développement RH. Donc, je m'étais dit que c'était intéressant d'avoir cet outil-là. Et puis, je savais qu'en me formant au coaching, je serais aussi coachée. Donc, c'était un peu un 3 en 1, finalement. Et puis, concrètement, ça m'intéressait beaucoup, en fait, à ce moment-là. Voilà. Mais quand je me suis formée au coaching, je n'avais pas du tout ce projet de devenir coach et de me lancer, etc. C'était plutôt pour moi, et puis pour nourrir un peu ma curiosité. Donc, j'ai fait cette formation. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai demandé à mon DRH à l'époque si je pouvais accompagner ponctuellement, donc coacher des managers dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est de la pratique, le coaching. Alors, ponctuellement, parce que j'avais toujours mes missions quand même. Et il a accepté. Et du coup, c'est en coachant comme ça ces managers que je me suis rendu compte que je me sentais vraiment à ma place. Et quand je ressortais des séances de coaching, en fait, ça me nourrissait vraiment, ça me donnait de l'énergie. Et je vous le fais rapide, ça n'a pas été si facile et rapide, mais voilà, il y a eu un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je me lance. Et du coup, j'ai quitté mon job et je me suis lancée. Alors, un vrai exemple concret
pour le coup, de prise d'initiative. Est-ce que tu peux nous définir cette soft skills ? Alors, pour moi, l'esprit d'initiative, c'est vraiment oser agir, prendre une décision, finalement sans attendre une instruction ou une directive. Après, c'est vrai que l'esprit d'initiative, elle peut recouvrir finalement de nombreuses sous-compétences, entre guillemets, finalement. La première, peut-être la plus importante, peut-être la confiance en soi. Hein. C'est vrai que plus on a confiance en soi, plus on va prendre d'initiative. Il y a aussi l'affirmation de soi, qui est un petit peu différente. L'affirmation de soi, c'est vraiment oser donner son avis, oser être soi-même, oser dire non, etc. Quand on prend une initiative, on ose, finalement. C'est vrai. Il y a aussi la prise de risque. Hein, parce que voilà, quand on prend une initiative, on prend un risque, on prend une décision. On peut aussi retrouver la créativité, hein, parce que c'est vrai que faire preuve d'initiative, c'est aussi parfois proposer quelque chose d'innovant qui sort un peu de l'ordinaire, de ce qui existe. Donc c'est aussi, ça peut être aussi tout simplement aussi trouver une solution à un problème. Hein. Donc c'est aussi faire preuve de créativité. Et puis le dernier point, l'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, quand on prend une initiative, en fait, on prend un risque. Et prendre un risque, ça fait peur. Oui. Donc, ça demande d'apprivoiser cette peur. Alors, c'est intéressant ce que tu nous partages. C'est effectivement une compétence transverse. Et en quoi, selon toi, Julie, c'est important aujourd'hui dans le monde professionnel et plus spécifiquement peut-être pour les femmes, justement, d'avoir cet esprit d'initiative ? En fait, les femmes, de façon globale, ont plus généralement moins confiance en elles. Donc ça, c'est une réalité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi, c'est nécessaire finalement pour prendre des initiatives. On le retrouve aussi particulièrement dans le monde RH. Alors, dans le monde RH, il y a 80% de femmes, mais par exemple, il n'y a que 50% d'hommes, enfin de DRH, femmes, pardon, du coup d'hommes DRH aussi. Oui, c'est ça. En fait, finalement, dès qu'on monte les échelons, c'est quand même une majorité masculine. Ouais, complètement. Et du coup, effectivement, ça va être important à 2 titres. Alors, spécifiquement dans la fonction RH, pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, si on veut avoir un rôle stratégique, proactif, mettre en place des politiques innovantes, efficaces, en fait, on a besoin d'avoir un esprit d'initiative, on a besoin d'affirmation de soi, de confiance en soi, de créativité. Et dans un deuxième titre, ça peut aussi impacter globalement, finalement, son bien-être physique et mental. Pourquoi ? Parce qu'on peut être amené parfois on peut nous demander parfois de faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs. Hein. Donc, c'est aussi dire non à ce moment-là. Et puis, c'est aussi arriver à poser des limites, finalement, parce que parfois, le travail peut empiéter sur notre vie personnelle. Mais oui. Alors, comme toi, tu es un exemple assez concret de prise d'initiative qui a réussi à transformer notamment son parcours, est-ce que tu peux nous partager justement l'impact de cette initiative dans ta vie ? Oui. En fait, j'ai pris plusieurs initiatives. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, j'ai pris l'initiative de me former au coaching. J'ai demandé aussi la prise en charge par mon entreprise. J'ai osé demander aussi de pouvoir coacher des managers dans mon entreprise. Et puis, bien sûr, surtout, j'ai osé quitter mon job pour me lancer coach. Donc, j'ai pris un risque, clairement. Mais je ne le regrette pas. Et l'impact concret, c'est tout simplement dans ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je me sens complètement alignée dans ce que je fais. Et ça impacte aussi ma vie personnelle parce que je me sens mieux, en fait. Oui, ça joue sur les 2 sphères. Est-ce que tu as un exemple concret peut-être d'une personne, d'une femme que tu as accompagnée ? Alors, j'en ai pas mal. Du coup, j'ai réfléchi à un dernier exemple en date. Donc, j'ai une cliente qui était venue vers moi, donc, qui voulait développer sa confiance en elle. Donc, c'était c'est une RRH dans une petite entreprise, donc la seule RRH. Et donc, elle est arrivée avec ce manque de confiance en soi. Et elle s'est retrouvée avec un manager, donc, qui est aussi le dirigeant de l'entreprise, assez intrusif dans son management, un peu dans le micromanagement, à lui dire ce qu'elle doit dire exactement face aux représentants du personnel, etc.
Et du coup, là, ça l'a déstabilisée complètement parce que c'était pas elle, en fait. Ce qui lui demandait, c'était pas elle. On revient un petit peu sur le conflit de valeurs parfois. Et donc, je l'ai accompagnée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle a réussi vraiment à s'affirmer complètement, à changer sa posture, à dire vraiment les choses donc, à son manager, à dire non aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son manager, du coup, il a modifié sa posture. Et derrière, en fait, ça s'est beaucoup mieux passé. Il a été beaucoup plus dans la confiance, en fait, et dans la reconnaissance. Et voilà, comme quoi, modifier aussi sa posture, sa propre posture, en fait, ça a un effet sur la posture aussi des personnes qui sont autour de nous. Eh oui. Alors, c'est intéressant ce que tu mets en parallèle, l'affirmation de soi et l'esprit d'initiative. Est-ce que toi, tu as constaté une distinction de genre, notamment sur ce sujet ? Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup de femmes, la majorité des femmes, peuvent manquer de confiance en elles. En tout cas, davantage, plus que les hommes. Donc, c'est vrai qu'elles vont avoir tendance à moins prendre d'initiative que les hommes. Il y a plus de peur, en fait. Beaucoup de pensées, finalement, qui vont nous empêcher de passer à l'action. Après, attention, c'est pas c'est pas un trait de personnalité. C'est vraiment quelque chose, la confiance en soi, qu'on peut développer. Donc, l'esprit d'initiative aussi, du coup. Oui, parce qu'on peut penser à certaines idées reçues, un petit peu du type, faut être assez charismatique, faut oser. C'est ancré en soi finalement que de se lancer et de prendre des risques et de tout plaquer du jour au lendemain, alors que pas du tout. Non. Voilà, on peut être quelqu'un d'introverti, de timide, etc., mais avoir quand même confiance en soi. C'est vrai que parfois, on a des fois cette image de confiance en soi où on voit quelqu'un, déjà en général, on voit un homme qui est plutôt sûr de lui, etc., peut-être même qui peut être un peu dominant dans son attitude. Alors qu'en fait, non. Clairement, c'est pas un trait de personnalité, vraiment, c'est important. Et d'ailleurs, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit entretenir tout le temps. Et oui. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'arrête de me mettre dans l'inconfort, que je reste toujours dans ma zone de confort, ma zone de sécurité, ce qui va se passer tout simplement, c'est que ma confiance en moi va diminuer. Par exemple, d'être là aujourd'hui, ça me met un peu dans l'inconfort. C'est une situation, je suis filmée, etc. Si je refuse, par exemple, toutes ces situations-là, en fait, clairement, assez rapidement, en fait, d'ailleurs, ma confiance en moi va diminuer. Il faut faire attention parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, du coup, on va encore moins va moins réussir, finalement, à se mettre dans l'inconfort derrière. Alors, comment peut-on peut-être cultiver un environnement au sein d'une entreprise qui va encourager, qui va valoriser cette prise d'initiative, selon toi ? Alors, la première chose qui est pour moi hyper importante, c'est la confiance, déjà. Voilà, pour moi, ça doit vraiment être le moteur de l'entreprise. En management, instaurer une relation de confiance, c'est primordial. Si on ne se sent pas en confiance dans son environnement de travail avec son manager, on va beaucoup moins oser proposer des choses, prendre des initiatives, donner son accord, encore moins son désaccord. Donc ça, c'est une première chose. Et pour moi, ça veut dire aussi, du coup, que le droit à l'erreur, il doit être reconnu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit de se tromper et que, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Quand on prend des initiatives, on prend des risques. Parfois, c'est pas bien reçu, parfois, ça marche pas. Voilà. Donc moi, c'est déjà ça. Et puis ensuite, par rapport aux femmes, comme je l'ai dit, qui manquent davantage de confiance en elles, ce qui peut être intéressant, c'est de proposer, par exemple, de l'accompagnement pour développer leur leadership. Pour celles, justement, qui souhaiteraient, à un moment donné, développer leur confiance en elles. Et c'est vrai qu'en entreprise, parfois, le cadre, justement, est assez serré. On a des procédures à suivre, on a des règles assez processées, et finalement, ça peut tuer l'esprit d'initiative. Oui. Alors, il y a des entreprises où, clairement, l'esprit d'initiative n'est pas attendu. Oui. Donc, il y a ça. Après, dans tous les cas, on peut toujours proposer des choses, on peut toujours donner son avis. Après, c'est vrai que si à chaque fois qu'on donne son avis, qu'on propose quelque chose, un projet, et à chaque fois qu'on nous dit non, 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 là, l'esprit d'initiative, ça peut être justement peut-être de quitter l'environnement dans lequel on est.
pour être dans un environnement un petit peu plus ouvert, où on va pouvoir justement développer son esprit d'initiative. Et c'est important en plus pour évoluer finalement et pour développer ses compétences de façon générale, parce que si on prend jamais d'initiative, en fait, on ne progresse pas. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose de la même façon. Oui, on reste dans sa zone de confort, voilà. finalement. Et c'est pas bon. Alors, c'est vrai que tu évoquais le fait de développer son leadership, notamment. Alors, dans quelle mesure cet esprit d'initiative peut aider les personnes à progresser dans leur carrière et peut-être à atteindre des postes de leadership? En fait, l'esprit d'initiative, comme c'est aussi oser postuler un poste, déjà. C'est oser, par exemple, demander une augmentation. C'est oser prendre un risque. Prendre une décision. Quand on a un poste de management, on prend des risques, on prend des décisions, clairement. C'est oser dire non, c'est oser poser des limites, etc. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est indispensable de développer cette compétence-là pour des postes de leadership, et j'ai envie de dire même plus généralement pour évoluer dans sa carrière, finalement. Alors, est-ce qu'il y a des contextes aussi où l'esprit d'initiative est contre-productif, où il y a des limites, je pense aussi à ces soft skills? Alors, moi, je suis peut-être un petit peu idéaliste. Moi, j'ai envie de dire non. Pourquoi ? Alors, oui, quand on prend une initiative, on prend un risque. Donc, ce qui peut se passer, c'est que ce soit pas reçu, que ce soit pas accepté, que ça ne marche pas, que ça fonctionne pas, l'échec, voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en même temps, on a besoin de ça pour déjà prendre confiance en soi, mais surtout pour progresser, pour évoluer, en fait. Donc, je pense qu'il faut accepter aussi la peur qu'il y a derrière, et peut-être d'évaluer ce risque, en fait, à chaque fois. Quel est le risque qu'on prend concrètement ? Alors, par exemple, quand j'ai pris la décision de quitter mon job, en fait, alors peut-être qu'aux yeux des autres, ça paraissait un risque énorme, mais pour moi, c'était un risque mesuré, dans le sens où, par exemple, si ça ne marchait pas, derrière, j'avais toujours l'opportunité de retrouver finalement un job dans les RH. Donc voilà, je ne jouais pas ma vie, concrètement. Oui, c'est ça. Et surtout, je savais que j'allais apprendre dans tous les cas. Ouais. Relativiser aussi le risque. Alors, si là, il y a des professionnels RH qui nous écoutent, et si je suis une entreprise et que je recherche un candidat avec un certain esprit d'initiative, est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent montrer justement qu'il a cet esprit d'initiative au-delà du CV ? Alors oui, il y a plusieurs choses, je pense, qu'on peut essayer de déceler, entre guillemets. Alors déjà, il y a le parcours du candidat. On a des candidats qui ont des parcours un petit peu atypiques ou des reconversions, qui ont une formation qui n'est pas forcément en lien avec l'expérience. Enfin voilà, donc on peut se dire, tiens, il y a quelque chose, en tout cas, à creuser. Ça peut être aussi dans les activités extra-professionnelles de la personne. J'ai l'exemple, par exemple, je prends mon propre exemple, mais il y a très longtemps maintenant, il y a de nombreuses années, mais j'ai créé une association. C'était un groupement local, un groupement d'achat de produits locaux, bio. Et en fait, là, par exemple, c'est quelque chose que je mettais sur mon CV. Je pense que ça peut témoigner, par exemple, d'un esprit d'initiative. Après, on peut avoir aussi l'attitude du candidat pendant l'entretien. Alors attention, parce qu'il y a le stress. Mais on peut avoir des personnes qui vont être très naturelles, très authentiques. On peut le ressentir aussi dans les questions qui sont posées par la personne. Voilà. On sent qu'il y a une petite prise de risque, peut-être dans les questions, etc. On le sent, ça, un petit peu quand même, je trouve. Donc, il y a ça. Et oui, donc, le dernier point, en fait, tout simplement, c'est de poser clairement une question au candidat. Ça peut être de lui demander, par exemple, la dernière fois que la personne a pris une initiative, un risque, et comment ça s'est passé. Alors, est-ce que tu peux peut-être aussi partager des conseils, des méthodes à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent sur ce podcast, pour justement oser, pour prendre des initiatives? Peut-être que certains y pensent, mais n'osent pas encore passer à l'action. Alors, il y a plusieurs choses pour moi. Déjà, je l'ai répété pas mal de fois, mais je le répète encore, ça passe par développer sa confiance en soi. Donc, ça passe par le passage à l'action. Alors, c'est ça qui est compliqué, finalement, c'est le passage à l'action. Et souvent, ce qui va nous freiner, c'est beaucoup notre mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus on a un mental puissant, plus on va avoir beaucoup de pensées. Et ce qui est humain, c'est qu'on a beaucoup de pensées négatives. Et en fait, ces pensées négatives,
elles vont générer du stress, de l'anxiété. Et parfois, ça peut nous freiner concrètement. Hein. On peut avoir aussi des croyances négatives qui nous empêchent de passer à l'action. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être, en fait, c'est pas pour moi, etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc du coup, il va falloir essayer d'un peu d'apprivoiser un peu ce mental, de l'apaiser en tout cas. Et là, ça passe par le corps. Alors je sais que c'est un peu surprenant, mais en fait, le corps, c'est vraiment le canal le plus puissant pour apaiser son mental. Et c'est ce qui va nous permettre de prendre de la hauteur justement par rapport à toutes ces pensées. C'est humain d'avoir ces pensées, on ne peut pas les supprimer, mais on peut réduire un peu ce flot de pensées et surtout arriver à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à celle-ci. Et alors, un petit exemple concret, parce que c'est vrai que le corps, ça peut paraître vaste. Par exemple, si vous allez marcher 30 minutes, vous allez vous rendre compte qu'en revenant, vous allez vous sentir plus apaisé, vos pensées plus structurées, etc. Donc ça, c'est vraiment l'effet justement de notre corps qui nous ramène un peu au moment présent. Donc après, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de trouver quelque chose, un outil qui est facile à mettre en place, qui vous correspond, mais de le ritualiser dans votre quotidien. Donc ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque, donc c'est des exercices de respiration, par exemple. Ça peut être de la méditation, mais ça peut être de chanter, de danser, de jardiner. Enfin voilà, en fait, tant que c'est en lien avec le corps, ça va nous apaiser. Et pour le fameux sortir de sa zone de confort, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on est là, oui, ok, mais je fais comment concrètement? En fait, il faut y aller progressivement. Il faut aussi se mettre dans l'inconfort régulièrement. Commencer par des petites choses qui nous font un petit peu peur, mais pas trop. Du coup, on va quand même pouvoir le faire. Et après, progressivement, voilà, on peut augmenter. Mais on a avancé d'un pas, en fait. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'avancer vers un autre pas. Et je sais que alors ça, c'est pas quelque chose d'intuitif, d'y aller doucement. Parce qu'en fait, c'est pareil, notre mental, il veut du résultat rapidement, de la satisfaction rapidement. Donc, mais voilà, moi, je vous invite vraiment à identifier des petites actions, des petites choses, des petits pas, et de les planifier, en fait, pour le faire. Et après, il faut quand même avoir conscience que ça reste compliqué, le passage à l'action. Il faut essayer de trouver des mécanismes de soutien qui peuvent nous aider. Alors, ça peut être notre entourage, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi de se faire accompagner concrètement, se faire coacher, par exemple. Merci infiniment, Julie, pour ton partage hyper enrichissant, tes conseils. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à nos auditeurs ? Donc oui, j'ai envie de partager quelque chose qui est assez puissant. C'est tiré d'un livre de Bronnie Ware. Donc Bronnie Ware, c'est une infirmière en soins palliatifs, une infirmière australienne en fait, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Et j'ai envie de vous partager le premier, le plus grand regret des personnes en fin de vie. Et c'est de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'elles souhaitaient et non pas celle qu'on attendait d'elles. Voilà, je trouve que c'est assez... Donc je pense qu'il faut oser, quoi. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce dialogue vous a incité, vous aussi, à agir, à oser prendre de nouvelles initiatives dans votre carrière ou dans votre vie en général. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci.